L'Afrique n'est pas le dernier des continents. Mmh. L'Afrique est un continent où il y a beaucoup de richesses, où il y a des héros, où il y a des entrepreneurs, il y a des hommes autonomes. Sur les réseaux sociaux, on a l'impression, c'est vrai qu'il y en a il y a certains entrepreneurs qui essaient de corriger cela, mais on a l'impression la plupart du temps que c'est très facile. Voilà, j'organise mon temps comme je veux. Je voyage comme Je voyage comme je veux. ouais, Non, non, il y a beaucoup de c'est choses qu'on ne fait plus, hein. c'est clair. Moi, je voyageais en business tout le temps. Maintenant, bon, j'avoue, j'ai un journal intime depuis l'âge de 12 ans. Bienvenue dans Kémon Joss, des voix inspirantes, le podcast qui inspire, qui éveille les vocations, qui prévient des dérives et qui pousse à l'action. Pour ce 6e épisode, nous avons l'immense plaisir de recevoir Madame Siliki Sangue Akwa, une femme de lettres, de culture, de marketing, de communication, d'engagement. Ancienne directrice marketing et communication de Total Energies Cameroun, membre du comité de direction, elle a fait un choix audacieux, démissionner pour se consacrer pleinement à son projet de cœur, Bolanga. Une série de capsules littéraires réalisées avec sa mère qui valorise l'héritage des pionnières africaines et transmet la mémoire culturelle par les mots. Madame Siliki Sangue est une entrepreneure culturelle, une poétesse du quotidien et une passeuse de mémoire. Animée par la passion, elle croit en la puissance de la littérature pour concilier les jeunes avec leur histoire, pour célébrer les femmes et les figures africaines oubliées, et pour créer du lien entre les générations. Nous avons suivi son brillant passage au TEDx Yaoundé, où elle a mis en lumière ces femmes africaines puissantes, souvent invisibilisées, qui ont transcendé le paysage politique et social camerounais et contribué au développement des droits des femmes et des jeunes filles. On se souvient aussi de son rôle stratégique dans la communication et le sponsoring de la CAN et du CHAN au Cameroun et en Côte d'Ivoire, où elle a piloté des campagnes pour Total Energies, sponsor majeur de la CAF. Aujourd'hui, de passage à Paris, elle nous parle de l'héritage des pionnières africaines, du besoin de le retranscrire dans la littérature et de comment les mots peuvent devenir des outils d'émancipation, de cohésion et de transformation. Mais avant de plonger dans cette conversation, place au générique. Bonsoir Madame Siliki Sangue. Bonsoir Noémie. Comment allez-vous? Très bien. Il fait un peu froid. Il fait un peu froid, mais je vais bien. Et toi? Ça va, merci. On est très heureux de t'avoir dans ce podcast Kémon Joss. Moi également, j'en profite pour dire merci à toute l'équipe qui a bien voulu m'inviter. J'en suis honorée. Nous allons commencer par parler de la communication et des partenariats institutionnels que tu as menés au cours de ta carrière. Donc tu as piloté la communication de la CAN et de la CHAN pour Total Energies. Qu'est-ce que cette expérience t'a appris? Bon, déjà, avant de répondre, je voudrais juste préciser que Total Energy est sponsor de la Confédération africaine de football qui, à son tour, organise les compétitions, donc telles qu'il y en a plusieurs, hein. Celle qu'on connaît le plus, c'est la CAN. Donc, Total Energy est sponsor titre. Donc, la CAN Total Energy, d'accord? Et le CHAN Total Energy. Ok. Donc, à cet effet, étant en charge de la communication et du marketing de Total Energy Marketing Cameroun à l'époque, en 2022, j'ai donc eu la responsabilité de gérer, de superviser le déploiement du sponsor titre lors de ces compétitions. Ok. Donc, qu'est-ce que ça m'a appris? Beaucoup de choses. Mais ce que je peux dire, c'est que la communication à ce niveau, tu imagines bien qu'elle est énorme. Elle est énorme. La communication, résulte vraiment d'une orchestration millimétrée qui tient en compte la politique, qui tient en compte le récit, le storytelling, qui tient en compte le savoir-faire et voilà, tout cet engouement
qu'il doit y avoir, donc qui est créé par le sponsor titre, du moins l'adhésion des populations à cette compétition. Parce que tu sais, derrière un stade de football rempli, une belle affiche, le branding qui est très bien fait, etc. Ben, il faut savoir le savoir-faire, hein, il faut savoir gérer, il faut savoir tenir compte des, comment dire, je dirais pas des susceptibilités, mais tenir compte de toutes les personnalités, de tous les enjeux et pouvoir faire en sorte que la population adhère. Voilà. Ok. Donc, c'est la principale chose. J'ai appris beaucoup de choses, Ouais. mais c'était la principale chose, ouais. Et des compétitions comme ça ou alors du sponsoring, ça prend combien de temps, par exemple, à s'organiser? Ah, écoute, la chance que nous avons eue au Cameroun, comme dans d'autres pays d'ailleurs, c'est qu'on a eu le CHAN 1 an avant la CAN. Donc ça a été, comme une répétition. Le CHAN, c'est le championnat d'Afrique des nations. Donc ben, on met, on va dire 1 an et demi OK. à se préparer parce que c'est pas que, la filiale du Cameroun, comme je disais, c'est le siège, c'est la CAF, c'est le COCAN, le comité d'organisation locale, c'est la fédération, de football, la FECAFOOT, c'est voilà, donc tous ces acteurs, faut déjà se rencontrer, faut interagir ensemble, faut parce que c'est d'abord des relations humaines. Ouais, c'est Et ensuite, il faut se préparer en tenant compte, comme je le disais, au départ, de toutes les contraintes, hein, et il y a beaucoup de vrai. politique. C'est ça, Voilà. c'est ça. Et comment établit-on ces partenariats avec ces institutions? Hem, bon, déjà, moi, j'étais pas partie prenante, Oh, c'est mais quels qu'en soient les cas quand même, ouais. ce que je peux dire, c'est que, beh, c'est des gros partenariats parce que, c'est des multinationales et la CAF, mais il faut savoir le sponsor doit savoir parler le langage, de l'organisation. Là, en l'occurrence, la CAF, ça veut pas dire le langage juste institutionnel, hein, mais il faut comprendre, hem, leur objectif en termes d'image, l'impact social qu'ils veulent avoir, l'ancrage. Voilà, faut vraiment, s'ajuster, être en phase sur ces points-là et évidemment, en amont, s'enquérir que c'est en phase avec, notre propre stratégie. Là, en l'occurrence, Total Énergie, qui accompagne, du moins, qui est implanté en Afrique depuis, avant les indépendances et qui accompagne, dans une certaine mesure, les pays où il est implanté, où le groupe est implanté dans leur développement, souhaitait, en plus de son activité, contribuer au développement des pays, des populations, pardon, ou à l'épanouissement de ces populations. Et le football est un élément fédérateur de beaucoup de populations, africaines, ce pourquoi Total, s'est engagé donc dans le sponsoring du football africain et qui dit sponsoring du football africain, dit Confédération africaine, de football. Football. OK, OK. Maintenant, passons à ta passion littéraire, ton beau projet. Mais avant de parler de ça, j'aimerais te demander quel rôle ton enfance a joué dans ton rapport à la lecture? Ben, c'était fondamental en fait Mmh. parce que, heu, aussi loin que je me rappelle, il y a toujours eu des livres à la maison, dans ma famille, chez mes grands-parents, mes parents, même mon père, ma mère, bref. Et quand on était petits, à Noël, mes frères et moi, on nous offrait un jouet, comme tous les enfants, mais on avait toujours un jeu de société et un livre. OK. Donc le jeu de société pouvait être commun, enfin pour nous 3, mais le livre, chacun avait son livre. Donc et ma mère était prof de lettres. Donc on a toujours grandi, avec ma mère m'a donné la vie, je peux dire, elle m'a donné les mots aussi. Donc oui, voilà, OK, ça OK.
J'ai toujours été dans cet environnement, dans les librairies à présence africaine, à la Fnac. Je sais pas si c'était à la Fnac à l'époque, mais voilà. OK, OK. Donc toute ton enfance, tu lisais, tu allais, Oui, à oui, des bibliothèques? c'est ça, OK, tout à d'accord. fait. J'allais dans les bibliothèques et puis ma mère étant professeure de français, on devait lire, noter, on avait un répertoire, on notait les mots difficiles, on en Mmh. parlait, bref. Donc c'était pas que la lecture, qui venait de l'école, donc les tout ce qui est livret scolaire et cetera, OK. mais c'était vraiment des contes, des histoires, voilà. OK, OK. Et comment est-ce que aujourd'hui, cette passion que ta mère t'a transmise, comment est-ce que tu la transmets également à tes enfants? Est-ce qu'ils aiment lire ou pas du tout ou? Heu, on va dire, comment je l'ai transmis parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus aucun enfant avec moi à la maison. Ils sont tous, grands, Dieu merci. Mais, oui, la lecture, j'ai fait comme ma mère en fait, Mmh. hein. Donc la lecture a toujours été présente, j'ai toujours offert des livres, ça a été des moments on a très souvent partagé des histoires à table, bref, à quelques moments que ce soit. Mais bon, j'ai 4 enfants, mais les quatre lisent, Mmh. mais, j'avoue qu'il y en a vraiment, on va dire, il y en a une qui lit beaucoup, Mmh. qui fait que ça jusqu'à présent. Elle a 27 ans. Elle, fait que ça, enfin, elle lit beaucoup et puis, il y en a 2 autres qui suivent, mais, moins que j'aurais voulu. Mais en tout cas, ils lisent. Donc, je pense mais pour revenir à ta question, je crois en fait que, les enfants lisent parce qu'ils voient leurs parents lire, OK. indépendamment de ce qu'on crée comme moment de lecture. OK, OK. Mmh. Moi, je sais que j'ai une maman qui lit pas du tout, mais Ouais. vraiment pas du tout. Mon père aussi, il lit pas du tout. Mais moi, j'adore lire. OK, je sais pas où j'ai Mais aimé cette, peut-être que tu l'as vu faire ou alors, peut-être qu'à l'école, il y avait, tu avais la possibilité de prendre des livres, où on t'a raconté des histoires parce oui, que c'est ça. ta mère peut ne pas lire, Oui. mais elle peut te rac enfin, je sais pas, il y a peut-être eu des moments où elle te racontait des Mmh. C'est histoires, vrai, c'est vrai. aussi bien des contes que des histoires familiales. Bref, Mmh. ce qui fait que tu as peut-être Mmh. voulu en savoir plus au C'est vrai, travers des c'est livres. vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, donc il y a une nouvelle rubrique, qui s'appelle les réponses binaires. Donc soit tu répondras par oui, non ou je passe, ou soit tu pourras utiliser un joker pour plus parler, pour, D'accord répondre à la question. Donc, et je gagne quoi? alors, est-ce que la lecture peut être un acte de résistance? Oui, je pense. Non, c'est vrai, oui ou non? Oui. La littérature peut-elle créer de la cohésion dans une société fragmentée? Oui. Pensez-vous que les jeunes générations africaines s'intéressent suffisamment à leur héritage féminin? Non. OK. Maintenant, parlons de Bolanga, ton projet. Hem, Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux plus nous expliquer ce que c'est Bolanga? D'où t'est venue l'idée? Et ouais, qu'est-ce que c'est? OK. Alors Bolanga, heu, m'est venu de ma mère, en fait. Parce que, comme je disais, elle m'a communiqué Mmh. elle m'a communiqué le goût de la lecture et à un certain âge, quand, je sais plus, je pense que c'est quand je suis rentrée en Afrique. J'ai fait une partie de mes études, en France et je suis rentrée et lorsque je suis rentrée, en fait, on s'est mis à avoir des moments où on échangeait vraiment de façon périodique, mais sans que ce soit planifié, sur des livres, en fait. «Ah, est-ce que tu as lu tel ou tel livre?» Ou alors, je prenais un livre dans la bibliothèque et puis j'en parlais avec elle Mmh. et c'est devenu une habitude Mmh. et ça a été le lieu aussi de parler de sujets plus ou moins tabous. Et donc un jour, ma mère m'a proposé, il y a peut-être, 4-5 ans, ma mère m'a proposé d'écrire un livre à 4 mains.
Et je m'en suis pas sentie capable parce que, heu quel que soit l'âge que j'ai, ma mère, pour moi, c'est quelqu'un qui est très cultivé. Je dis ça parce qu'on a tendance à fantasmer, mais bon, moi, je fantasme toujours devant ma maman. Du moins, je suis en admiration et je trouve qu'elle a une grande culture. Elle était très engagée, elle est toujours d'ailleurs très engagée et je me suis dit et elle a un 3e cycle en littérature africaine. Je me suis dit: «Mais je peux pas écrire avec elle» et donc j'ai réfléchi et j'ai pensé à faire des capsules vidéo et je lui ai dit: «Maman, on va faire mieux que ça. Aujourd'hui, les gens regardent beaucoup les vidéos, les réseaux sociaux. On va faire des capsules où on va simplement échanger, enfin les échanges qu'on a, toi et moi, ben, on va les ouvrir au public» et c'est comme ça qu'on a commencé, comme un jeu et grande a été ma surprise de voir que pour certains épisodes, on avait, 1 000 vues, 2 000, on a même eu, je crois, à un moment 10 000 vues. Enfin bref, selon les œuvres littéraires, bien sûr. C'était un exercice très plaisant parce qu'on se faisait plaisir et donc l'idée, c'était ça, de partager la littérature africaine parce que les gens connaissent enfin, un certain nombre ne connaît pas beaucoup et puis aussi d'avoir un regard croisé sur certains sujets. Parce que, tu sais, quand on lit un livre à 25 ans, on ne le perçoit pas de la même façon que quand on a 65 ans. Ouais. Donc voilà. Heu et puis on a évolué comme ça et ma mère s'est sentie un peu fatiguée, donc on a arrêté. Mais j'avais commencé déjà au travers des feedbacks qu'on avait parce qu'on recevait beaucoup de commentaires, beaucoup d'encouragements. Heu, je me suis rendu compte que les parents étaient très en attente par rapport à leurs enfants et j'ai donc commencé à regarder le côté littérature africaine, pour les enfants, littérature africaine jeunesse et c'est comme ça que j'ai pensé à ouvrir une librairie. Au début, je faisais des ventes éphémères, enfin je participais à des pop-up ventes et je proposais de la littérature africaine jeunesse et ensuite je me suis dit: «Beh, je vais créer, la librairie et puis faire plein de choses autour de la lecture pour les enfants». Donc aujourd'hui, Bolanga est, moi je le qualifie Bolanga veut dire lecture en langue Douala, donc du Cameroun et Bolanga est un hub culturel en fait. Moi je définis ça comme ça, jeunesse, mais vraiment 100 afro, où on a une librairie. Donc pour l'instant, c'est un catalogue WhatsApp. On livre au Cameroun, dans les pays, autour. On livre aussi parce qu'on a une représentation en Côte d'Ivoire. Donc on livre, enfin on vend en Côte d'Ivoire, on vend au Burkina et on a de plus en plus de clients de la diaspora, donc de la France et d'Amérique du Nord. OK. Donc, dans cette librairie-là, on aura le site internet, bientôt, j'espère début novembre. On propose des livres et des jeux sur l'Afrique pour les enfants et les adolescents, donc de 18 mois à 14 ans par là et à côté de ça, donc on a et c'est ça l'entrepreneuriat, on on a développé des offres pour B2B, pour les entreprises et les organisations. Donc on organise des après-midi, de lecture suivis de travaux manuels parfois pour les enfants, mais en situation de vulnérabilité et on a un projet qu'on va lancer, très bientôt, qui est le Bolanga Tour, qui consiste à créer ou à renforcer 50 bibliothèques dans les écoles et orphelinats au Cameroun de maintenant à fin 2027. Donc voilà ce qu'on fait et parfois on organise des talks littéraires. Bon là, c'est pas forcément jeunesse, c'est vraiment intergénérationnel, voilà. OK. Donc c'est ça Bolanga. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un projet entrepreneurial. Mon époux est rentré là-dedans, lui qui gère tout ce qui est finance OK. et voilà. On OK, a beaucoup d'accord. de projets. OK, OK. Mais c'est hyper intéressant et comment tu choisis les ouvrages ou les thématiques qui vont être abordées dans tes bibliothèques? Comment est-ce que enfin, tu choisis à qui est-ce que ça va être adapté? Mmh. Bon, déjà de façon générale, les ouvrages, qui m'intéressent en fait, qui me parlent, ce sont des ouvrages où on parle de l'Afrique à tout point de vue. Mais l'objectif ici, c'est, que les enfants
qui sont approchés, enfin, les enfants, parce que mon ambition est de toucher tous les enfants, c'est que au travers de ces ouvrages et de ces jeux-là, que les enfants africains puissent avoir, c'est-à-dire, au- au- euh, face à une littérature, à des histoires qui leur ressemblent, qu'ils puissent voir que l'Afrique n'est pas celle qu'on dit. Mmh. L'Afrique n'est pas le dernier des continents. Mmh. L'Afrique est un continent où il y a beaucoup de richesses, où il y a des héros, où il y a des entrepreneurs, il y a des amateurs, bref. Donc en fait, les ouvrages parlent de cette Afrique-là Mmh. parce que tous les livres sont écrits par des afrodescendants. OK. Donc c'est notre histoire écrite par nous, Mmh. d'accord? Il y a aussi du développement personnel pour que les filles soient fières de porter leurs cheveux nappies, qu'elles aient pas honte, voilà. Donc, Mmh. Bolanga veut contribuer à faire des enfants, enfin, à faire en sorte que les enfants deviennent des adultes épanouis, qui savent d'où ils viennent, qui soient fiers de l'Afrique, fiers de leurs racines. Donc, voilà, enfin, il y a des témoignages, il y a des livres documentaires avec les héros africains, les grandes figures africaines, on a des contes, voilà. Et donc, on a du français et de l'anglais. Et de l'anglais, OK. De 18 mois à 14 ans. À 14 ans à peu OK, près. OK, Mmh. d'accord. Et quels sont les retours que tu reçois du public, des parents, des jeunes même directement? Est-ce que tes clients, enfin, c'est des personnes qui regardent tes vidéos ou alors c'est des personnes qui, du bouche à oreille, connaissent déjà, Bolanga ou c'est un peu de tout? Alors les vidéos, j'en fais moins qu'avant. OK. Les vidéos, c'était donc plus avec ma mère. Aujourd'hui, j'ai commencé à en faire, enfin cette année, hein, j'en ai fait 3, enfin 2, donc voilà. Je voudrais en fait, le principe aujourd'hui, c'est de faire des vidéos avec des auteurs ou des créateurs de jeux, d'accord? Mais pour revenir aux premières vidéos, comme je disais, elles ont été bien appréciées. On a eu Mmh. des critiques. Mmh. Bon, évidemment, tout le monde ne peut Ouais. pas apprécier, mais on a eu beaucoup de critiques, de remarques constructives, et en tout cas où on a su prendre le côté positif, parce que c'est ça en fait le plus important. Mais on a eu beaucoup d'adhésions. OK. Et en fait, bon, j'ai fait l'étude de marché après, puis vu comment ça s'est passé, ça s'est agencé. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande, que les parents avaient, parce qu'il y a cette appétence de plus en plus grande pour l'Afrique, cette mise en avant de l'Afrique, cette fierté d'être africain. Donc oui, les parents sont intéressés. Maintenant, il y a le pouvoir d'achat, il y a le fait que pour certains, le livre n'est pas une priorité, donc il y a un travail d'éducation à faire. Il y a aussi une classe sociale qui a les moyens et qui, j'ai l'impression qu'ils s'identifient encore au modèle étranger ou occidental, donc ils préféreront acheter, je n'émets aucun jugement, Blanche-Neige plutôt que Aya de Yopougon, ou les contes, d'Amadou Hampâté-Bâ, voilà. Donc mais de façon générale, c'est apprécié. Mmh. C'est apprécié. Maintenant, on est en work in progress, donc voilà. Mais c'est incroyable parce que moi, je ne connaissais pas personnellement Bolanga et ayant une petite sœur qui a 5 ans, bah, lui transmettre des livres, comme tu as dit sur Aya de Yopougon, c'est mieux que, de lui parler de Blanche-Neige où elle va pas du tout s'identifier Complètement. et je trouve que les parents font beaucoup plus cet effort aujourd'hui Oui. comparé à avant parce que, bah, même les poupées, maintenant il y a de plus en plus de poupées noires avec des cheveux crépus et ce qu'on retrouvait pas. Moi, quand j'étais petite, j'avais une poupée, blanche, qui avait les cheveux lisses, donc forcément tu veux ressembler à cette poupée-là et aujourd'hui, ouais, c'est à travers la lecture, c'est à travers, Exactement, exactement. Oui, les jeunes parents. oui. Les jeunes parents, effectivement, se tournent beaucoup plus vers nous ou en tout cas recherchent ce type de choses. Mais il faut dire que dans l'écosystème du livre, heu, nos enfin, c'est pas encore fluide, hein, parce qu'il y a un problème enfin, on va pas rentrer dans les détails,
mais c'est pas toujours facile d'avoir sur un marché une offre assez variée. C'est vrai. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ce que les parents veulent aussi, c'est avoir de la littérature jeunesse africaine, certes, Mmh. mais moderne. Mmh. Ils veulent pas forcément que les enfants s'identifient à l'enfant qui vit au village. Mmh. Voilà, donc Mmh. c'est ce que nous, on propose. Donc il y a des limites, mais bon, on continue et je pense que tu en avais pas encore entendu parler parce qu'on communique, progressivement. Mais maintenant Oui. que tu en as entendu parler, je suis C'est convaincue que tu seras ambassadrice. Maman, je sais. Parlons du choix de la rupture. Donc, on va dire, tu étais directrice marketing et communication chez Total Energies. Tu as quitté cette entreprise-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat et à lancer Bolanga? OK, bon d'abord j'étais, chef de département marketing et communication, membre du comité de direction. Il y avait pas enfin le poste de directeur n'a pas été créé. Bon, c'est juste OK. une parenthèse, Ouais. hein, c'est juste les mots, Mmh. mais je voulais juste le préciser. Mmh. Hem Et aussi préciser que Bolanga, c'est, certes, mon activité, une activité que je mène et à laquelle je me suis complètement engagée, mais à côté de ça, je suis consultante en communication. Donc je continue à avoir des clients corporate pour lesquels je mène des missions comme et RSE. OK. Mais pour revenir au fait de quitter, le statut de salarié à entrepreneur, ce que je peux dire, c'est que, le temps était arrivé tout simplement pour moi. J'ai passé, 17 années exaltantes chez Total Energy. J'ai mis en place beaucoup de choses. C'est quand j'ai été recrutée que le service communication a été créé. Donc c'est devenu un département, et puis, je gérais toute la communication et le marketing. Donc, de très, très belles années où j'ai appris beaucoup. J'ai eu, bref. Mais à un moment donné, on aspire à autre chose et donc, j'ai pris toutes les dispositions Mmh. pour transmettre à la belle équipe que j'avais, ce que je savais pour qu'elle puisse prendre le relais, ce qui a été fait, je pense et j'ai décidé en fait, le déclic s'est fait pendant le covid. OK. C'est-à-dire que pendant le covid, j'ai eu envie de créer mon business, quoi. J'ai eu envie de créer quelque chose qui pourrait, contribuer au changement du narratif de l'Afrique. Parce que c'est pendant le covid que je connaissais Instagram, mais que j'ai vraiment découvert Instagram, que j'ai vu toutes ces initiatives qui étaient menées. Faut dire que déjà depuis 2016, donc 3 années avant, j'étais entrée dans l'écosystème Mmh. entrepreneurial du Cameroun parce que, je gérais, le challenge Start-upper, enfin qui est un challenge organisé, en faveur de la promotion, enfin qui promeut l'entrepreneuriat des jeunes. Donc j'étais en charge de cette belle opération. Donc j'avais commencé déjà à rencontrer des entrepreneurs, donc voilà, ça me parlait un peu et puis mon fils m'avait, avoué qu'il deviendrait entrepreneur, donc tout ça Ouais. faisait que je m'intéressais et quand j'ai vu ce qui se passait en Afrique, notamment dans les pays anglophones, je me suis dit: «Je dois entrer dans ce flot-là, quoi» mais c'était encore vague et puis plus le temps a passé, j'ai prié, j'ai fait des Mmh. recherches et j'ai décidé en fait, je pense que c'est quand ma mère m'a parlé du livre à 4 mains Ouais. que je me suis dit: «Il faut que je fasse quelque chose avec la lecture». Mais la littérature, mais c'est plus j'avançais, plus je et j'ai pris la décision juste avant la CAN Total Energy qui s'est passée au Cameroun. Je me suis dit: «Je fais la CAN Mmh. et puis Et je après on pars». se part. Voilà, OK. donc c'est vraiment un travail, c'est une réflexion qui a Mmh. pris du temps. Je Mmh. me suis préparée, même si on se prépare jamais assez, pour sauter, pour faire le grand saut. Mais j'ai toujours un pied dans l'entreprise avec les consultations. OK, d'accord. Et quel conseil donnerais-tu à une personne qui se pose la question de se lancer dans l'entrepreneuriat et de quitter, par exemple, son emploi pour se lancer dans quelque chose qui
le ou passionne ou la passionne. Oui. C'est tellement personnel, C'est vrai. c'est tellement personnel, je ne souhaiterais pas que, les gens le fassent par effet de mode. Les conséquences sont très importantes. C'est vrai. Moi, je l'ai fait à plus de 50 ans. Donc, aujourd'hui, vous les jeunes, vous avez la possibilité de faire 2 choses en même temps. Je vous admire. Parfois, je ne sais pas trop si c'est très efficace, parce qu'à côté, parfois, au travail, le rendement, j'avoue que j'observe. Mais pour revenir à ta question, il faut vraiment réfléchir. Moi, j'ai pris le temps. J'avais une belle carrière derrière moi. Et puis, j'ai toujours le pied dans l'entreprise avec les consultations parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, ça dépend de sa situation personnelle, hein. Mais si on est en couple, c'est une décision qui doit se discuter, hein, avec son conjoint parce qu'il y a des implications financières, avec les enfants qui comprendront plus, qui est pas parce que, voilà, même quel que soit le coussin qu'on se fait, à un moment, il peut un peu s'amuser. Voilà, l'argent sort, mais ça ne rentre pas tout de suite après. Donc, je dirais de faire preuve de beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion, ne pas se précipiter, ne pas idéaliser, parce que malheureusement, sur les réseaux sociaux, on a l'impression, c'est vrai qu'il y en a il y a certains entrepreneurs qui essaient de corriger cela. Mais on a l'impression la plupart du temps que c'est très facile. Voilà, j'organise mon temps comme je veux. Je voyage comme Je voyage comme je veux. Ouais. Non, non, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait plus, hein. C'est clair. Moi, je voyageais en business tout le temps. Maintenant, bon, on calcule, il faut mettre l'argent dans mon langage. Qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, il y a des moments où on se pose des questions. Il y a des moments où on se dit... waouh, c'est pas évident. Et puis il y a l'ego aussi, parce qu'une fois que on passe le pas de la porte de l'entreprise, on vous connaît plus. Et ça, c'est le beau côté, parce qu'on se rend compte en fait que on réalise que notre valeur n'est pas liée à notre poste, hein. Elle n'est pas liée au badge qu'on porte, mais elle est liée à notre valeur intrinsèque, ce qu'on ne voit pas souvent quand on est en entreprise. D'accord? On nous qualifie en fonction du titre qu'on a. Donc, je dirais surtout aux plus jeunes de se donner le temps. De se donner le temps. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui a vocation à être entrepreneur. C'est vrai. Donc, voilà. Moi, je mettrais un gros bémol. Un gros bémol, surtout pour la jeunesse. Je crois que c'est bien de faire son expérience. De faire son expérience professionnelle, parce que ça nous permet d'acquérir certains process, les procédures, voilà. Ce genre de choses qui facilitent un peu la vie quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Parce que passer de l'école de la formation à entrepreneur, parfois, bon, il y a une certaine carence dans certains process qu'on n'a pas. Donc, je préconiserais beaucoup de réflexion et de patience. Il y a le temps. Ok. Voilà. Ok. Maintenant, parlons de ton TEDx à Yaoundé, qui a marqué les esprits, où tu as parlé de femmes africaines puissantes. Comment tu t'es préparée? Est-ce que tu réalisais que tu allais faire un TEDx? Qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a contacté pour le... Bon, je ne citerai pas la personne qui m'a contactée, elle se connaît. Je la remercie parce que j'avais pensé au TEDx à un moment donné. J'ai essayé de savoir comment est-ce que on y participait. Je n'ai pas trouvé, puis bon, j'ai laissé tomber. Et quand on en a parlé, je me suis dit waouh. Et quand le thème m'a été donné, j'ai tout de suite pensé aux pionnières. Là, pour le coup, c'était les pionnières camerounaises, même si je pense la même chose pour les pionnières africaines. Parce que, encore une fois, c'est une influence de ma mère, parce que ma mère a écrit un ouvrage qui s'intitule « Ces célèbres inconnus », qui dresse le portrait de la vie au Cameroun avant les indépendances.
et juste après, et qui fait le portrait du moins qui décrit la vie avant les indépendances et qui dresse le portrait de 30 pionnières. Et je me suis donc inspirée de ça parce que j'estime que, c'est en toute humilité que c'est une pépite. Mmh. Pourquoi? Parce qu'elle regorge d'informations qui ne sont pas, connues, Mmh. C'est qui ne vrai. sont pas connues malheureusement. Donc je me suis dit, qu'il fallait que je parle de ces femmes. Donc je me suis sentie honorée que mon intervention ait touché un certain nombre de personnes au vu des réactions dans la salle et des réactions que j'ai eues après l'intervention. Mais c'est surtout que je me suis sentie, comment dire? Heu, Comme si j'avais la responsabilité donc beaucoup d'humilité parce que j'avais la responsabilité, en fait, de parler de femmes qui étaient méconnues finalement. Pour certaines, on connaissait leur nom, on connaissait pas forcément leur histoire, Mmh. et puis d'autres, c'est des femmes comme toi et moi, mais qui ont su simplement, se lever et sortir des boîtes et faire ce que leur voix intérieure disait. Mmh. Et aujourd'hui, ces femmes-là, pour certaines d'entre nous, sont des modèles et on marche sur leurs pas. Mmh. Et je voulais que les jeunes femmes sachent, parce qu'on est en manque de repères, mais en réalité, est-ce qu'on les cherche? Les premiers repères, souvent, c'est les parents. Oui. Donc souvent, on n'en est pas très conscient. On cherche, c'est bien, Michelle Obama, Oprah Winfrey, mais on a plein de dames Qui au sont vraiment Cameroun et en Afrique c'est vrai. qui ont posé des actes qui méritent d'être, qui ont fait des choix qui méritent d'être analysés, Mmh. s'en inspirer pour, faire encore plus. Parce que quand elles le faisaient, je pense, c'était pour que la postérité, elles ouvraient des portes, en fait. Voilà. OK. Donc voilà pourquoi j'ai parlé De femmes de africaines. OK. La nouvelle deuxième rubrique, c'est, la partie fun, un peu plus léger pour te découvrir. Quel est le livre, pardon, qui t'a le plus marqué durant ta jeunesse? Une si longue lettre de Mariam Abba. OK, et ça parlait de quoi? C'est un livre que j'ai pris dans la bibliothèque de ma mère, comme ça. C'est un livre qui parle de la polygamie, Mmh. qui parle de la condition des femmes. Donc ces femmes qui restent dans le foyer qui ne sont plus forcément épanouies, mais qui restent dans le foyer parce que la société veut qu'elles restent, parce qu'elles ont peur pour leur enfant, versus la femme qui décide d'en sortir et qui est donc, stigmatisée, mais qui finalement fait un choix de vie, elle décide d'être elle-même. On est dans une société sénégalaise, musulmane, favorable à la polygamie, et puis 2 dames sont amies et puis, il y en a une qui perd son mari, et puis elle se rend compte que, enfin elle se rend compte. Généralement en Afrique, lorsque on est veuve, on subit un traitement assez particulier, hein, de la belle famille, donc elle subit tout cela. Et elle se plaint, enfin, elle raconte ça, donc cette longue lettre à son amie qui, elle, était également en mariage, mais qui est sortie de ce mariage parce que la belle-mère était pas d'accord, qui était OK avec le mari qui allait à droite et à gauche. Elle a le courage d'en sortir, de s'expatrier, d'aller aux États-Unis, de faire des études. Elle devient même, traductrice à l'ambassade du Sénégal aux États-Unis. Bref, elle vit sa vie, comme elle l'entendait. Et donc on voit ces 2 portraits-là, donc ça m'a beaucoup marquée. J'étais pourtant très jeune, mais ce livre m'a marquée et je pense qu'il m'a un peu conduit dans mes choix. Donc c'est un livre que je lis, que je relis, parce qu'à chaque âge, souvent à chaque étape Mmh. de la vie, Oui, c'est on change. Et là récemment, on en a fait un film mmh. que j'ai hâte d'aller voir. OK. OK, OK. Il sort cette année ou Il est sorti, ah déjà? il est OK, sorti, d'accord. OK. il est sorti. Et si tu pouvais revivre, enfin, avoir par exemple un dîner avec une pionnière africaine, ce serait qui et pourquoi? Waouh! Ah waouh, waouh!
J'aimerais bien il y en a tellement. Mmh. J'aimerais bien dîner avec, Myriam Makeba. Mmh. Elle était chanteuse et elle était engagée et quand je lis, heu, les paroles de ses chansons ou les écrits, enfin elle n'a pas écrit de livre, mais, ce qui ressort de ses interviews, elle avait, elle donnait beaucoup de recommandations justement pour les jeunes filles, les jeunes femmes. Voilà. OK. J'aimerais bien, j'aurais bien aimé la rencontrer, j'aurais bien aimé rencontrer, enfin il y en a plein, la reine Pokou en Côte d'Ivoire, rencontrer Mama Réunification au Cameroun et puis Chimamanda, OK. qui est pas une pionnière, Ouais. mais qui est une auteure que j'admire, comme OK. beaucoup d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et quel est ton rituel de lecture? Est-ce que tu lis tous les jours ou est-ce que, il y a un moment où tu lis? Quand tu lis, est-ce que tu lis plusieurs pages ou quelques pages? Heu, je crois, de façon générale dans la vie, Mmh. à la progression ou alors à l'atteinte des objectifs par des efforts répétitifs. Du moins, par des actions répétitives. Je ne crois pas au fait de faire quelque chose, de faire un effort, enfin d'essayer de faire tout en même temps. Mmh mh. Je l'ai fait à un moment Mmh. donné, hein, mais je me suis rendu compte que ça me fatiguait et ça produisait rien. Donc tout ça pour dire que je lis un peu tout le temps. Ma première lecture du matin, c'est la Bible. Je lis ma Bible le matin et j'essaye tous les matins de lire ma Bible et je lis très souvent le soir avant de coucher. OK. Même si je lis juste une page et parfois, bon, je lis plus d'une page. Je m'oblige à fermer et voilà, à dormir, mais voilà. Et puis bon, j'ai toujours un livre quand je voyage, Ouais. quand je vais chez le médecin, quand je vais au salon de coiffure, voilà. Mais les 2 moments où je lis, c'est le matin et le soir. OK, d'accord. OK. C'est vrai que ça dépend. Il y en a qui préfèrent lire le matin, le soir. Ouais, ça dépend. Oui, ça des personnes. Il y en a qui font, ouais. En fait, je lis pas de livre, enfin, je lis la Bible le matin parce que je commence ma journée par la prière, la méditation de la parole de Dieu. Mais le soir, en fait, ça m'apaise, quoi. Lire un roman le matin, ça m'embêterait parce que ce serait assez, OK. je sais pas, enfin, j'ai pas le temps. Ouais. Mais effectivement, chacun a son Elles sont ouais, son c'est vrai, rituel. c'est vrai. Moi, c'est plus le matin d'ailleurs. Ah OK, tu C'est vois? plus le matin. C'est ça. C'est vrai que je lis, Dans les transports? oui, dans les transports. Ouais. C'est vrai que je fais ma prière le matin, mais après, quand je vais au travail, Ouais. c'est là, dans les transports, j'ai au moins 30 minutes, donc Oui, je voilà, lis. voilà. Et puis vu qu'on est tout le temps bondé, je préfère être dans ma bulle en Ouais, lisant un roman que c'est ça. de ouais. Un roman papier Oui, ou papier. c'est moi qui interviewe maintenant. Un roman papier. Oui, Je sais pas, j'arrive pas à lire sur mon téléphone. moi non plus. Je suis pas adepte, sauf si j'ai enfin, même pas. Ouais, j'arrive pas. J'arrive pas à lire, j'ai du mal. J'écris mes notes parfois sur ma tablette, Mmh. mais j'ai besoin d'avoir mes Ouais, carnets, voilà, je ouais, suis de la vieille école. ouais. Mais aussi parce que je trouve que quand on écrit, on retient mieux. Oui, c'est Voilà. vrai, c'est Donc vrai, c'est vrai. comme quoi, là, ce que tu viens de dire montre aussi que la lecture, ou du moins l'organisation de sa journée ou des actions qu'on mène, dépend de la phase de la vie dans laquelle on est, On est ouais, c'est tu vrai, vois? c'est Parce vrai. que c'est ça. Et est-ce que tu écris, par exemple, tu fais du journaling ou alors, tu écris des histoires ou Alors, je n'écris pas encore d'histoire, OK. ça va venir. J'ai un projet, mais j'écris beaucoup. Et bon, déjà, si mon métier l'imposait, j'écrivais les discours, les communiqués de presse, les newsletters. Mais j'avoue, j'ai un journal intime depuis l'âge de 12 ans Ouais. et je prends plaisir à écrire ce que je vis, ce que je ressens parce que ça me permet de voir mon évolution Oui. et sur chaque carnet, je mets une étiquette avec l'année. Bon, c'est pas aussi j'ai pas 50 carnets, hein, Oui, mais j'avoue que mais depuis 12 ans, donc c'est
Les carnets sont jetés ou Non, non, en fait, quand je dis depuis 12 ans, soit que je dis c'est au fur et à mesure du temps d'accord. que j'ai mieux organisé. OK. Mais depuis l'âge de 12, 13 ans, OK. j'ai pris l'habitude d'écrire. Mmh. Voilà. J'ai pris l'habitude d'écrire ce que je ressentais, ce que je vivais, enfin plein de choses. Et donc, j'ai des carnets. Et donc, souvent, ça m'amuse de repartir Voir ce voir. OK. Et parfois, je me rends compte aussi que j'avais des désirs profonds qui ont été réalisés euh, comme ça, des désirs que j'avais. J'ai toujours voulu avoir 4 enfants. C'est pas évident hein, de se dire je veux 4 enfants et que j'aurai 4 enfants. La vie souvent est telle que, mais je me suis retrouvée avec 4 enfants, ce à quoi je pensais depuis longtemps. OK. Bon, c'est un petit exemple, mais c'est pour dire que oui, j'écris et j'ai un projet d'écriture de livre. Mais c'est vrai que le journaling, il y en a qui n'aiment pas ça. Mais moi, je trouve que c'est hyper important d'écrire ce qu'on ressent. Heu, enfin, même quand que tu ailles bien ou que tu n'ailles pas bien, je trouve que c'est important d'écrire et enfin, moi, je me dis que j'écris et ça me permet d'oublier enfin, pas d'oublier, mais de m'apaiser et d'avoir la tête un peu plus libre. Je pense aussi, moi, je pense comme ça aussi. Je pense qu'écrire nous permet de mettre des mots sur les émotions qu'on ressent et donc ça nous permet de prendre du recul, ça nous permet de minimiser parfois parce que parfois on se rend compte qu'on fait plein enfin, pour un rien, on se met dans tous ces états et quand on écrit, on relativise ou alors quand on écrit, comme tu dis, c'est aussi, ça a un côté un peu, le terme c'est, Thérapeutique? thérapeutique. Mmh. Voilà donc en tout cas moi Mmh. j'écris. Ouais, c'est vrai, ouais, je suis d'accord. Je suis pareil, j'écris aussi. Maintenant, revenons sur Bolanga. Oui. Tu as dit que tu faisais des bibliothèques dans des écoles, dans des orphelinats. Comment est-ce que tu les choisis? Alors, ce que j'ai dit, c'est que c'est un projet que je vais lancer, Que tu vas mais de façon informelle. Mmh. Je l'ai fait, OK. dans un orphelinat. Mmh. Heu, déjà pour choisir bon déjà c'est de la littérature africaine jeunesse, hein, mais en fonction de l'âge des enfants, donc de la tranche d'âge, je propose des livres, enfin j'offre des livres et comme je disais, ces livres en fait sont répartis, les thématiques sont, ce que je disais tout à l'heure, il y a des contes, il y a des livres documentaires, il y a des livres, bon, je sais pas s'il faut dire de développement personnel, mais voilà. Donc il y a un peu de tout et voilà comment je procède. Mmh. Mais là, je le bon ça, c'était de façon informelle. Quand Mmh. je me suis rendu compte que c'était assez intéressant, j'ai décidé d'en faire un programme et donc il va être lancé, fin octobre, début novembre. OK. Dans différentes écoles et dans Oui, on va le faire de façon progressive. L'idée, c'est de faire dans tout le Cameroun et puis attaquer, pourquoi pas, les pays où nous sommes. Donc, Mmh. on est en Côte d'Ivoire et Mmh. bientôt, on va avoir aussi une antenne au Bénin. Mmh. Donc, de pouvoir attaquer ça également Mmh. là-bas. Voilà. OK, OK. Et quel est quelque chose dont tu aimerais parler sur Bolanga, qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas évoqué? Comment est-ce que, par exemple, on fait pour, vous suivre sur les actualités, des choses comme ça? OK. Merci déjà de me permettre de parler encore de Bolanga. Hem, alors, Bolanga est disponible, comme je disais, sur c'est une boutique WhatsApp. Mmh. Nous sommes présents sur un certain nombre de réseaux sociaux, Mmh mh. Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok Mmh. et YouTube. OK. Voilà. Mais les chaînes les plus actives, Mmh. c'est, Instagram Mmh. et Facebook. OK. Donc on va avoir, des points du moins des canaux de communication physiques, qui vont permettre parce qu'on a aussi beaucoup de grands-parents comme clients. Surtout à la veille des fêtes, les grands-parents qui veulent offrir à leurs enfants. Mmh. Donc eux, on ne peut pas les toucher via les réseaux C'est sociaux. vrai. Donc on a également, d'autres canaux
communication qu'on va mettre en place, notamment chez certains pédiatres, enfin, dans des centres de santé. Voilà ce que je peux dire. Quand il y aura le site internet, ce sera beaucoup plus aisé, mais bon, on fait du bouche à oreille et puis, on est encore, j'aime pas dire petit, parce que je crois au pouvoir des mots, mais on va dire qu'on est encore au début, donc on peut pas mettre non plus un très gros budget sur une communication média, enfin une communication grand public. Donc on compte beaucoup aussi sur le bouche à oreille. On a, un groupe WhatsApp des clients, donc on envoie le maximum d'informations de façon périodique et très bientôt, on aura une newsletter qui va permettre en fait de donner des infos et sur les livres, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir aider les parents, à intégrer la lecture dans leur quotidien. Ouais. Voilà, c'est aussi ça. Les intégrer, même les jeux, éducatifs, hein. Mmh. Et les jeux éducatifs, c'est au-delà même de la tranche d'âge de Bolanga. Ouais. C'est-à-dire que nous, certains dimanches en famille, on joue aux jeux éducatifs que nous proposons, qui sont très intéressants, qui parlent de la culture, de la géographie, bref, tout sur l'Afrique. Et on se rend compte parfois que sur 100 questions, on peut en connaître que 20, quoi, hein. Donc c'est très intéressant. Donc voilà ce que je peux dire, sur Bolanga. OK. On va finir sur une citation d'une écrivaine sénégalaise, Aminata Sow Fall, qui dit: «La parole est une arme, il faut apprendre à s'en servir pour construire, pas pour détruire». Mmh. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça te parle? Parce que tu as parlé des mots, du pouvoir des mots, il y a quelques secondes, où tu disais que dire petit, ça avait moi aussi je suis d'accord que faut pas dire Oui, l'entreprise est ça compte. avec l'impact que ça a aujourd'hui. Mmh. Oui. Je suis complètement d'accord avec elle. Voilà une auteure que Mmh. j'admire également. Heu heu, dans la Bible, on dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire qu'en fait, pour aller dans le sens de ce qu'a dit, hein, avec la parole, je peux détruire, je peux tuer ou je peux bénir, je peux élever. Oui, c'est vrai. Donc je crois profondément à ça. Mmh. Et comme Bolanga parle d'enfants, je crois que ça, c'est quelque chose que nous, parents africains, devons vraiment avoir à l'esprit. Heu, déjà, au Cameroun, enfin, c'est vraiment une parenthèse, parce que j'y pense, très souvent, je me rends compte qu'on a du mal à appeler les enfants quand on parle de nos enfants, on parle pas d'eux avec en donnant leur prénom. On dit: «Ah, l'enfant est en train de faire ça». Mmh. Non, C'est leur vrai, prénom, c'est vrai. Noémie fait ça. Je veux dire, l'enfant doit entendre son prénom tout le temps. On doit dire à nos enfants des choses positives. Mmh. Parce que c'est ce qu'il va entendre, c'est ce qu'il va intégrer Mmh. et il va être c'est-à-dire qu'en fait, il va grandir en se disant que voilà comment on le définit. J'aide mes enfants à faire leur travail. En général, les parents ne sont pas très patients. Donc, et je lui dis: «Ah, toi aussi, tu arrives pas à faire ça, c'est compliqué». Oh, bon, tu diras pas: «Tu es trop bête», Ouais. mais tu diras: «Ah, est-ce que» en fait, les propos que tu vas donner à l'enfant vont lui donner l'impression qu'il pourra jamais y arriver. Arrivé, ouais. Mais si tu lui dis: «En fait, qu'est-ce que tu comprends pas?» Parce que tu sais, si tu es dans cette classe, ça veut dire que tu peux faire cet exercice. Donc, tu vois, il y a une façon de parler à un enfant. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire d'un enfant. On ne doit pas dire à un enfant: «Tu es trop grosse». Non. «Ah, tu as peut-être pris un peu de poids, faut qu'on voit». Tu vois, on peut dire la même chose, mais différemment. Surtout dans la Oui, vie, hein, d'ailleurs. je suis d'accord. Donc, pour moi, ce qu'elle dit est très, très, très fort. Très Je suis fort. d'accord. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de parents qui font pas aussi attention Oui. et ça a C'est pas beaucoup parce qu'ils d'impact. ils veulent mal faire, c'est Mmh. juste parce qu'ils savent pas. Ouais. Et souvent, en fait, on donne ce qu'on a reçu. Ouais, c'est vrai. On donne, comme en plus, notre, enfin, je sais pas si c'est la tradition, mais on a une éducation à la base qui est très pudique. Mmh. On fait pas de câlins. Mmh. On dit pas qu'on s'aime. Oui, c'est vrai. On dit pas à son enfant C'est qu'on vrai. s'aime. On dit pas à sa fille qu'elle est belle.
C'est vrai. Oui, pourtant on le pense. Pourtant quand on parle d'elle aux amis ou je sais pas, on dira: «Ah ma fille», bon on dira pas le prénom très souvent, je sais pas pourquoi, mais on va dire: «Ah oui, elle est belle, elle est ceci», mais quand on sera en face d'elle, on va pas la prendre dans ses bras Ouais. en disant: «Viens, je te fais un câlin, tu es tellement belle. Est-ce que tu sais que tu es belle? Est-ce que tu sais que tu es la plus belle? Est-ce que tu sais que je suis bénie de t'avoir? C'est fou comment Dieu m'a gâtée avec toi». On ne dit pas ça. Pourtant ça, c'est des choses qui boostent, c'est des choses qui donnent de la confiance à un enfant, qui fait que demain, il se laisse pas balloter au gré des relations ou des voilà. Donc oui, je crois profondément au pouvoir de la parole. C'est vrai, c'est vrai. Que la parole, ça peut blesser une personne et ça peut avoir un impact même Complètement, sur des enfants complètement. plus tard et même dans leur société, dans les entreprises dans Mmh. lesquelles ils travaillent. Parce que tout vient de l'enfance, hein. C'est vrai, Tout vient de l'enfance. c'est vrai, Donc voilà. c'est vrai. Je suis pas professionnelle, Oui, mais je me base sur, mon expérience de maman, de mes enfants biologiques, mais aussi tous les enfants, parce qu'en Afrique, on n'a pas que les enfants oui, c'est vrai. qu'on a eus, hein, on a plein d'enfants. Donc c'est sur cette base et sur ce que moi aussi j'ai reçu comme éducation, je me rends compte que non, non, non. Donc voilà. Ok, donc c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et ça a été hyper inspirant. Je pense qu'il y en a beaucoup, encore une fois, comme moi, qui ne connaissaient pas Bolanga et je trouve que c'est un très beau projet, même pour des enfants, comme je l'ai dit, moi, ma petite sœur, de lire la littérature africaine, c'est hyper, hyper important et je pense que c'est un très bon projet, en tout cas. Merci Noémie, en tout cas j'ai été, très heureuse d'échanger avec toi et puis d'apprendre de toi aussi Mmh. parce que je pense que, à partir du moment où il y a un échange, en tout cas moi, Mmh. je reçois, aussi bien des jeunes que des moins jeunes. Donc merci pour cet échange. Merci pour l'honneur que vous m'avez fait de m'inviter. Merci à Moréas, en tout cas à toute l'équipe. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.